Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit truc de saison entre guillemets. Une petite news en fait avec des petits conseils par rapport à une pratique d'automne en fait, hein, tout simplement, que beaucoup de personnes ont oublié et que je ne pratique pas, que j'aimerais bien pratiquer d'ailleurs, ça m'intéresserait, c'est pour ça que j'ai trouvé l'article intéressant. Et avant de commencer, je vais juste vous dire que ce week-end, j'ai sorti un contenu spécial sur en fait, comment être en forme pendant les 4 saisons. Et surtout pendant l'hiver. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est quelque chose qui débarque tranquillement, c'est-à-dire le froid qui arrive, etc. Et je sais que c'est un genre de question que je me suis souvent posée, c'est quels sont les rythmes qu'on peut avoir au niveau des hormones durant l'année. Et j'ai trouvé des données, j'ai trouvé des graphiques pour la testostérone par exemple, j'ai trouvé également pour la thyroïde, et j'ai voulu vous partager tout ça. En vous apportant toutes les sources, les références, tout ce qu'il fallait, mais surtout des petits conseils pratiques pour aller avec et pour essayer de maintenir au mieux votre forme toute l'année, mais surtout pendant l'hiver, là, pour bien préparer l'hiver, parce que, j'espère que vous l'avez préparé correctement. Pas mal de personnes se retrouvent punies de salles de sport, donc j'espère que vous êtes allé faire un tour sur le Bon Coin pour vous trouver une paire d'haltères et un banc. Enfin, c'est à mon sens le minimum qu'il faut. Enfin, moi, je sais que depuis toujours. C'est quasiment depuis ma première transformation physique, j'ai toujours eu un banc et des haltères à la maison. Alors c'était pas pour m'entraîner tout le temps à la maison, mais vu qu'à l'époque, je me souviens, les salles n'étaient pas ouvertes comme aujourd'hui en mode quasi 24/24, enfin c'est pas le cas en France partout, mais on va dire avec des amplitudes horaires énormes et ouverts surtout le week-end et les jours fériés, ça me permettait d'avoir à la maison de quoi faire le strict minimum, c'est-à-dire des mouvements de base avec un banc, avec des haltères, etc. Donc allez faire un tour sur le Bon Coin. Je pense que s'il y a un bien investissement intelligent à faire là en ce début d'année scolaire, on va dire, c'est vraiment d'aller vous équiper un petit peu en matos de muscu tout simplement. Le neuf n'est pas nécessaire, hein. Des poids et un banc, vous pouvez largement trouver ça d'occasion à moindre coût, on va dire. Il y a toujours des personnes qui ont envie de faire de la place chez elles, et du coup, vous pouvez trouver ça assez facile. Enfin, comme moi, j'ai tapé musculation sur le Bon Coin, j'ai trouvé des tonnes de trucs juste à côté de chez moi. Pour revenir à cette formation que ce cours, ce séminaire, je ne sais pas comment vous préférez l'appeler, j'ai pas mal de petits tips de style de vie à vous donner. Donc allez y faire un tour. Vous verrez que c'est pas forcément quelque chose de hyper complexe à suivre. Ça reste quand même du bon sens, mais la partie, moi qui m'a vraiment plu, en tout cas à faire, et j'ai appris pas mal aussi, c'est justement le froid, le chaud, ces idées de douche froide, etc. Et puis surtout les rythmes des hormones, notamment la testo. J'ai été assez surpris du résultat, moi je pense que ça va pas mal vous aider. Moi en tout cas ça va m'aider encore une fois à planifier. En tout cas ça m'a aidé surtout à vérifier des choses que je ressentais et qui s'expliquent finalement par ce qu'on pourrait appeler des rythmes circannuels, donc des rythmes hormonaux sur l'année, non pas sur la journée ou sur la semaine ou quoi, mais vraiment sur l'année. Voilà, donc vous avez le lien dans les notes de l'émission, et puis on continue avec l'article que j'ai repéré.
Alors cet article que j'ai repéré, c'est un article sur les champignons. Donc ils disent, c'est l'ANSES qui fait un contenu là-dessus. Donc l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement, travail. Donc la saison de cueillette des champignons commence. Restez vigilants face au risque d'intoxication. Donc en fait, oui. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que déjà, l'article, ça va parler à pas beaucoup de monde, puisque je connais personne autour de moi qui va faire la cueillette des champignons. Moi, c'est une pratique que j'aurais aimé, que j'aurais aimé faire. Quand j'étais enfant, je me souviens que mes parents souvent m'emmenaient faire la cueillette des champignons. On avait la chance. Et vraiment, je dis que c'est une chance d'habiter. Mes parents étaient gardiens c'était une ferme rénovée, et ils étaient gardiens d'une grande propriété. Donc pour une riche famille parisienne, mes parents avaient une dépendance en fait, et ma mère faisait le ménage, mon père s'occupait d'aller couper du bois, de tondre la pelouse et tout ça. Et donc, l'avantage de ça, c'est qu'on avait accès à des hectares de forêt, quoi, sans en être propriétaire. C'était l'avantage. Je ne sais pas si ça se fait encore le gardiennage comme ça, je pense que oui, mais c'était quand même un des avantages de la situation. Et je me souviens être allé aux champignons. Je me souviens qu'il y en avait qui s'appelaient les vestes de loup, et quand on sautait dessus, ça faisait de la fumée. C'était marrant. Mais c'est une pratique qui s'est perdue, alors que je trouve que c'est une pratique qui va vraiment bien avec la saison. C'est quand il fait pas beau, quand il fait humide, quand il fait froid, on part un petit peu à la chasse au trésor. Je trouve que c'est intéressant, notamment pour justement ce monde hyper numérique, hyper connecté. Pour toutes les personnes qui savent plus quoi faire quand on leur enlève le numérique, de saison, il y a ça. Donc, pour revenir à l'article, qu'est-ce qu'il raconte ? Il parle des troubles, des intoxications et tout, donc il faut faire attention. Les symptômes observés étaient essentiellement digestifs, donc douleur abdominale, nausées, vomissements, diarrhée. Si ces intoxications sont pour la plupart de faible gravité, 24 cas de forte gravité pouvant menacer le pronostic vital ont été recensés, ainsi que 3 décès. Donc c'est dans quelle situation ? Je regarde, c'était en 2019, donc il se base sur l'année passée. Face à cette situation qui se renouvelle chaque année, l'ANSES, les centres anti-poison et la Direction générale de la santé recommandent et là j'ai mis toutes leurs recommandations, j'ai tout surligné, donc ramassez uniquement les champignons que vous connaissez parfaitement. Certains champignons hautement toxiques ressemblent toujours aux espèces comestibles. Attention, des champignons vénéneux peuvent pousser à l'endroit où vous avez cueilli des champignons comestibles une autre année. Au moindre doute sur l'état ou l'identification d'un des champignons récoltés, ne pas consommer la récolte avant de l'avoir faite contrôlée par un spécialiste en la matière. Les pharmaciens ou les associations et sociétés de mycologie de votre région peuvent être consultés. Cueillir uniquement les spécimens en bon état et prélever la totalité du champignon, pieds et chapeaux, afin d'en permettre l'identification. Ne pas cueillir les champignons près des sites potentiellement pollués, bords de route, aires industrielles, décharges. Bien séparer par espèce les champignons récoltés pour éviter le mélange de morceaux de champignons vénéneux avec des champignons comestibles. Déposer les champignons en séparant les espèces dans une caisse, un carton, un panier, mais jamais dans un sac plastique qui accélère le pourrissement. Conserver les champignons en évitant tout contact avec d'autres aliments au réfrigérateur, maximum 4 degrés, et les consommer dans les 2 jours après la cueillette. Consommer les champignons en quantité raisonnable après une cuisson suffisante, et ne jamais consommer des champignons sauvages crus. Ne jamais donner à manger les champignons que vous avez cueillis à de jeunes enfants. Ne pas consommer de champignons identifiés au moyen d'une application de reconnaissance de champignons sur smartphone en raison du risque élevé d'erreur. Ne pas consommer de champignons commercialisés par des non-professionnels à la sauvette. Donc voilà, ça vous met quand même des restrictions. Achetez un bouquin sur les champignons. Il y a certainement des professionnels qui ont déjà fait ça avant, donc ça peut être une bonne idée. Là, en tout cas, l'article a tendance à vous refroidir un peu. En tout cas, ça a tendance à vous faire prendre un petit peu de recul, de pas faire n'importe quoi. Je pense que ce sont des traditions qui se sont perdues, donc du coup, on n'a pas la formation pour identifier ce qui est bon, ce qui est pas bon. Encore une fois, soit vous demandez. Alors l'idéal, ce serait peut-être de demander à quelqu'un de votre famille qui l'a déjà fait, et vous allez avec, comme ça au moins il y a la connaissance.
Ça vous permet de vous former. Sinon, il doit exister des bouquins, j'imagine, sur les champignons. J'ai pas besoin de taper ça, mais évidemment que ça doit exister. Et puis là, vous avez des numéros. Ils disent un réflexe utile, photographiez votre cueillette avant cuisson en séparant les espèces. Les photos seront utiles aux toxicologues du centre antipoison en cas d'intoxication pour décider du traitement adéquat. Écoutez, on va pas les polluer en leur envoyant des photos de notre récolte avant de s'être empoisonné, mais essayez quand même d'éviter ça en téléchargeant un bouquin ou en achetant un bouquin avec les images. Certainement qu'il y a des détails là-dessus, quoi. Mais en tout cas, ça peut être une bonne pratique pour le numérique, pour lutter un petit peu contre l'abrutissement numérique cette saison. Et ça permet, je trouve que la pratique est bonne, d'aller chercher à manger et en même temps en étant actif, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, je passe à la question de l'auditeur. L'auditeur m'a posé une question c'est une assez longue question d'ailleurs. Il faut que je la retrouve. Ah oui, elle est là. Alors, il me pose la question suivante. Pour certaines personnes, peut-être que le rebond glucidique n'est pas si judicieux. Bon, là c'est une affirmation, c'est pas une question. Ça peut nous rendre malades et causer des hypoglycémies quand on a été habitué à fonctionner en mode cétogène ou très bas en glucides pendant plusieurs années. Peut-être que pour le rebond, il suffirait d'augmenter les autres macros, mais pas les glucides. Alors ça, c'est une première question. La réponse est non. Je vois pas pourquoi. En fait, quand tu fais de la muscu, déjà, il faut remettre les choses dans son contexte. Toi, ce que tu me racontes dans ta question-là, ça peut nous rendre malades, causer des hypoglycémies, etc. Oui. Après, le rebond n'est pas si judicieux quand tu es en pur... Déjà, le pur cétogène est plutôt incompatible avec le fitness. Faut savoir une chose, c'est que la diète cétogène brute, pure, c'est beaucoup de graisse, modérée en protéines, pas de glucides, et on essaye d'avoir des fibres comme on peut pour pas se foutre le transit en l'air. Donc c'est quand même assez incompatible avec la muscu. La muscu, on a quand même besoin d'acides aminés. On fait pas du muscle avec du gras, on fait pas du muscle avec du sucre, on fait pas du muscle avec des fibres, on fait du muscle avec des acides aminés. Donc déjà, en partant de là, la diète cétogène part un peu défavorable. Donc nous, ce qu'on utilise en muscu pour se préparer, par exemple, pour être super sec, c'est une approche cétogène non stricte, c'est-à-dire que on s'inspire de la diète cétogène, mais en fait on oublie pas mal de choses, c'est-à-dire qu'on va pas avoir des graisses super élevées, donc on va avoir des graisses modérées, et on va plutôt avoir une dose assez suffisante de protéines pour pas cataboliser au maximum. Il faut savoir que le catabolisme vient pas que de la nutrition, il vient aussi de la contrainte mécanique que l'on impose sur son muscle au régime, c'est-à-dire que si on arrive à maintenir quand même des belles perfs, j'aime pas le mot performance, des belles charges d'entraînement, on a beaucoup plus de chances de maintenir de la viande, donc de la masse musculaire quand on perd du gras, que si on s'entraîne en léger, série longue, etc. Donc, causer des hypoglycémies, oui, il n'y a pas besoin de faire de rebond glucidique, il y a plein de personnes qui sont sujettes aux hypoglycémies. Je te donne un exemple typique. J'ai parlé avec une personne récemment, peut-être qui m'écoute là, qui fait régulièrement des hypoglycémies durant la matinée quand il va s'entraîner. C'est la nature de son petit déjeuner qui est en cause. Des céréales avec du lait, c'est deux puissants boosters d'insuline. Donc il y a quand même en plus c'était des céréales sans gluten, donc on sait que c'est souvent à base de farine de maïs, de riz, etc., qui ont un IG assez élevé. On peut s'attendre à une hypoglycémie sans pourtant faire une diète cétogène. Donc les hypoglycémies, c'est plutôt indépendant. C'est assez les personnes qui sont sujettes aux hypos en diète cétogène, ça veut pas dire qu'elles le seront plus quand elles vont se mettre à une diète modérée en glucides, etc. Ça, il faut chercher un petit peu plus loin, surtout sur la nature des aliments consommés, etc., quoi. Et le timing également, le moment où on s'entraîne, parce que c'est sûr qu'une hypoglycémie, elle va pas forcément être ressentie pareil si vous passez une matinée assis derrière un bureau, on va se sentir un peu écrasé, un peu aplati, etc., que si vous alliez faire une séance de sport hyper intense où là, on va vraiment ressentir les effets, quoi. Donc je continue. Donc peut-être que pour le rebond, il suffirait d'augmenter les autres macros, mais pas les glucides. Donc non. Quand tu es en diète de perte de graisse ou en diète cétogène, tu es censé quand même, en diète céto adaptée fitness, augmenter les protéines encore plus qu'elles ne le sont durant la période de rebond, pas forcément intéressant. Augmenter les graisses, si tu
Si tu es déjà élevé en graisse, je vois pas l'intérêt. Non, je vois pas vraiment l'intérêt d'augmenter les autres macros durant la période de rebond. Alors, si c'est un régime hypocalorique assez strict, effectivement, et que du coup tu manges pas de glucides. Si tu es en hypocalorique, tu manges pas de glucides, ça veut dire que tu as des doses assez basses de quelque chose, soit de graisse, soit de protéines. Donc évidemment, j'espère que c'est pas les protéines, donc ça sera potentiellement les graisses. Donc là oui, effectivement, sur une recharge, tu peux manger un petit peu plus gras ou alors des gras autres que ceux que tu consommes la semaine. Mais après, le but du rebond, c'est pas uniquement faire les réserves de glycogène, c'est également agir un petit peu sur la thyroïde. Et ça, avec des graisses, bon, c'est pas forcément, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc je vois pas vraiment l'intérêt des autres macros, alors qu'on a plutôt tendance à tout baisser comme macro sauf les glucides pendant un rebond. Donc quand on en a marre de la viande, du poisson et qu'on n'aime pas le soja, où trouver ces protéines dans ces menus bas en glucides, s'il te plaît? Dans les œufs. Il te reste que ça ou la protéine en poudre. Donc voilà, je ne vais pas te recommander de manger des légumineuses puisque tu es bas en glucides, donc ça viendrait augmenter à l'inverse tes apports en glucides. Donc quand on en a marre de la viande... Alors, quand on en a marre de la viande, du poisson et tout, c'est souvent qu'on en a marre de ceux qu'on achète. Vous savez que moi je suis hyper ouvert sur toutes les viandes, à partir du moment qu'elles sont à peu près de bonne qualité, et sur tous les poissons. Je vois pas de restriction. Tu peux taper dans les fruits de mer, tu peux taper dans des viandes un petit peu plus... Tu vois, l'autre jour, j'ai fait un pot-au-feu. Qui aujourd'hui fait encore des pot-au-feu? Personne là, ceux qui m'écoutent, ils vont me dire « Ah si, moi j'en ai fait un ». Mais vous êtes peu nombreux en fait. Le pot-au-feu, c'est quoi? C'est une viande qui, si tu la consommais comme ça en cuisson rapide, serait imbouffable. Et en fait là, grâce à la cuisson lente, sous pression, tu sais, à la cocotte minute là, tu la rends tendre et agréable. Enfin agréable, c'est pas le cas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui aime ça, mais c'est quand même une viande qui à la base ne serait pas mangeable agréablement, devient hyper tendre, etc. Avec des légumes et enfin voilà, cuisson vapeur à haute pression là, c'est pas mal. Donc ça fait des plats qui changent. Souvent, les gens n'ont pas marre de type d'aliments, c'est-à-dire ils n'ont pas marre de la viande ou du poisson comme tu l'expliques. Ils en ont marre parce qu'ils vont consommer toujours du poulet, toujours du bœuf 5%, toujours du thon, toujours, je sais pas, du saumon. Enfin bon, se lasser du saumon, c'est un peu comme celui qui dirait « je me suis lassé du caviar ». Donc non, je pense que c'est par les habitudes en fait. Et à répéter trop souvent le même poisson, la même viande, t'en as marre. Mais c'est le moment d'explorer d'autres recettes. Dans le fitness, on a souvent tendance à, tu vois, quand je te parle de bœuf bourguignon, je te parle de pot-au-feu, des choses comme ça, tu vas me dire mais c'est à l'encontre du fitness. Non, pas du tout. Ça peut aller avec. Ça va dépendre après de si tu mets 3 tonnes de beurre, 3 tonnes d'huile ou pas. Moi, c'est pas mon cas. Je prends de la viande de bonne qualité, des légumes que j'épluche, etc. Et je mets même pas d'huile d'olive ni de graisse dedans. Tu vois, je vais mettre un petit peu de bouillon de volaille, tu sais, déshydraté. Donc, j'essaye de trouver celui de meilleure qualité où il n'y a pas trop de saloperie dedans. On en trouve maintenant en bio et tout. Mais vraiment, tu vois, j'y vais modérément parce que ces trucs-là, c'est vraiment de la saloperie. Donc, c'est vraiment pour donner un peu de goût. Sinon, pas du tout de ça, et plutôt un bouquet garni avec des épices, c'est encore mieux, c'est la meilleure solution. Et tu peux te retrouver avec un plat sain, mais qui ne ressemble pas à un plat sain parce que historiquement, il est dans notre tête, c'est le repas de famille, c'est le repas calorique, etc. Tu peux le transformer. Et tu mets pas de pommes de terre, évidemment. Donc, voilà. C'était ta question. Après, tu me dis, dans la Céto Academy, Génisson. Alors, je ne sais pas de quoi tu me parles, mais bon, je te crois sur parole, je ne sais pas ce qu'est cette académie. Il dit que les rebonds glucidiques ne sont pas nécessaires. Peut-être que ce n'est pas nécessaire pour certaines personnes. Après, je ne sais pas pourquoi. Ne sont pas nécessaires, oui, il y a certaines personnes, c'est pas nécessaire, effectivement. Mais après, c'est de l'individuel, on n'est plus dans le généraliste. Dans le généraliste, c'est beaucoup plus souvent nécessaire que pas nécessaire. Mais après, il y a certainement une argumentation derrière ça à la Céto Academy. Et puis, encore une fois, la Céto Academy, est-ce que c'est pour le fitness, la musculation ?
Moi, c'est mon domaine, hein, donc peut-être que les discours seront stériles à cause de ça, en fait, que l'un va avoir une approche santé homme du quotidien, et moi, ça sera plutôt une approche où on essaie de faire au mieux pour pas prendre trop de gras et être plus ou moins en forme, c'est-à-dire de pas trop s'intoxiquer avec des sales aliments, etc., etc. Et surtout de la pratique de la musculation, réussir quand même à pousser des barres, quoi. C'est quand même ça le but aussi, quoi. Peut-être que ce n'est pas nécessaire pour certaines personnes. 3 points de suspension. Autre point, le sel et le potassium pour les personnes en diète cétogène. Le plasma humain est aussi constitué de sodium. Lors de fortes transpirations et pour ceux qui font le cétogène, penses-tu que le ravitaillement en sel et en potassium, sans dépasser les apports journaliers recommandés, ne sont pas nécessaires ? Pourtant, quand on le fait, ça redonne un coup de fouet, surtout pour ceux qui n'ont pas toujours de bons avocats à portée de main. Alors fais attention parce que dans ta question, alors c'est pas contre toi, mais fais attention parce que dans ta question, tu as tendance à généraliser. Donc il faut vraiment faire attention quand tu dis pourtant quand on le fait ça redonne un coup de fouet. Eh ben en fait ce qui est génial dans ce que tu dis c'est que toi tu as identifié que chez toi ça te donnait un coup de fouet. Donc c'est quelque chose, une notion à prendre en compte. Mais par exemple pour moi, je vois pas forcément de changement entre avec ou sans sel, hein. Je dois être plus ou moins bien équilibré dans mon quotidien et j'ai pas forcément ce problème que toi tu rencontres. Donc moi, ce que je vois par rapport au sel, il faut faire très attention à une chose. Quand on commence à s'intéresser un peu à l'alimentation, qu'elle soit santé, musculation, tout ce qu'on veut, il faut faire attention parce qu'il y a énormément de contenus que j'appelle de niche. Des contenus de niche, c'est par exemple, il va y avoir un ouvrage sur le magnésium, un ouvrage sur le sodium, un ouvrage sur les glucides, un ouvrage sur les fibres. Et donc, on a tendance à devenir un petit peu trop focalisé sur une seule chose. Il faut voir les choses dans son ensemble. C'est-à-dire que on ne peut pas, par exemple, se dire j'ai acheté ce livre sur le magnésium, maintenant j'ai la santé éternelle. Non, il faut avoir tout ou tous les ouvrages comme ça de niche ou aucun et se baser sur un seul plutôt généraliste. Ne pas commencer à taper dans des sujets de niche si on n'a pas la capacité d'aller explorer tous les autres sujets, parce qu'en fait on va approfondir un domaine sans aller taper dans les autres et on va être carencé en quelque chose ça va être compliqué. Pourquoi ? Je te dis ça parce qu'admettons, on va reprendre cette question de transpiration, de sodium, etc. Il va y avoir 2 styles d'individus. Admettons, Robert travaille dans un bureau. Robert, quand il s'entraîne, il transpire peu. Robert, il boit pas beaucoup d'eau parce qu'il n'arrive pas à boire, etc. Donc Robert, lui, potentiel. Et puis il mange une alimentation normale. Il met un petit peu de sel. Quand je dis normal, c'est quand même saine. Il met un petit peu de sel parce qu'il mange pas d'aliments transformés. Ça lui réussit plutôt bien. Ok. Donc lui, quand il va ajouter du sel, il va pas voir la différence parce qu'il y a tout un contexte qui fait que son équilibre est plutôt maintenu. À l'inverse, on va avoir José. José, lui, il a un travail physique. Dès qu'il bouge un petit peu, il transpire. Quand il transpire, il a des grosses auréoles de sel sur ses vêtements quand ils sont un peu sombres, tu sais. Il mange beaucoup d'aliments type paléo, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'alimentation brute, zéro produits industriels, etc. Et José, il consomme énormément d'eau, il aime bien boire, c'est comme ça, il boit beaucoup d'eau toute la journée. Donc tu vois que là, les besoins ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que d'un côté, on a quelqu'un qui a plutôt une alimentation où il va saler un petit peu, il transpire peu, il boit pas beaucoup. Et d'un autre côté, on a une personne qui transpire beaucoup, qui est assez active, qui boit beaucoup d'eau et qui mange quasiment, que du non transformé. Donc du coup, qui a un apport en sel assez moindre dans son alimentation et il en épuise beaucoup. Donc on ne peut pas, si tu veux, donner des recommandations générales pour ça. Il faut toujours prendre du recul, dézoomer. Quelle est la situation ? Donc, ça peut redonner un coup de fouet pour certaines personnes. Donc, par exemple, pour José, il va peut-être prendre une pincée de sel dans sa gourde d'entraînement, il va se sentir mieux. Mais par contre, Robert, lui, non, pas du tout. Et puis, ça sera même plutôt contre-productif pour lui. Donc, il faut toujours, équilibrer et prendre du recul là-dessus. Moi, je fais très attention avec les manipulations sodium-potassium. Je préfère même pas les utiliser. En parler, pourquoi pas, mais je préfère pas les utiliser parce que je trouve que ce sont des notions qui sont
beaucoup plus lié au hasard qu'à la réalité. Je connais de toute façon, il regarde un petit peu les compétitions, que ça soit de fitness et tout ça. Il y a eu beaucoup plus de personnes qui se sont foirées avec ça que des personnes qui pourront dire moi je maîtrise parfaitement. Souvent les personnes quand elles maîtrisent sur elles, mais après le faire maîtriser à leurs athlètes, etc. C'est beaucoup plus compliqué parce que les corps ne réagissent pas de la même façon. Et puis on n'a pas la maîtrise totale de l'alimentation de son cobaye ou élève, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Donc ça, fais attention. À partir du moment où tu manges déjà non transformé, donc que tu as des végétaux, etc. Enfin bon, bref, t'as compris là où je voulais en venir. T'es pas censé avoir beaucoup de sel dans ton alimentation. Donc, ce qui te permet de pouvoir en ajouter dans une soupe de légumes quand tu la trouves un peu fadasse. Tu mets une petite pincée de sel, ça va pas te faire de mal. De saler un petit peu, je sais pas moi, une vinaigrette, des choses comme ça, pourquoi pas ? Parce que tu pars du principe que toi, tous tes aliments sont dépourvus de sel. Il y a un peu de sodium dans tous les aliments, mais je veux dire de sel ajouté, il n'y en a pas. Donc tu peux te permettre de ça, surtout si tu fais beaucoup de sport et tout. Mais après, il faut toujours prendre en considération ce que font les gens. Là, par exemple, si une personne qui écoute le podcast consomme des boîtes de thon, du saumon fumé, des tranches de jambon, plus ou moins régulièrement dans sa diète, c'est une personne qui potentiellement a quand même un apport en sel assez important, étant donné que ce sont des aliments où il y a du sel dedans. Donc, toujours faire partie de ceux qui prennent du recul et qui analysent les choses globalement et non sur les détails. C'est important, hein, vraiment. S'il y a bien quelque chose que j'ai compris avec les années, moi aussi j'ai plein de bouquins, si tu veux, sur plein de domaines. Et je me suis rendu compte que si tu ne les as pas tous, entre guillemets, si tu n'essaies pas de maîtriser tous ces domaines, au niveau de l'alimentation et tout, tu te retrouves à te focaliser que sur un seul type d'ouvrage, d'approche, et ça te ferme au reste, alors que le reste peut t'apporter beaucoup. Donc, ce que tu as appris là où tu vas chercher tes informations, c'est certainement de très bonne qualité. Je les connais pas, mais j'imagine que c'est de bonne qualité puisque je pars du principe que les gens font du bon travail. Je suis quelqu'un d'optimiste, donc j'espère que c'est le cas. Donc du coup c'est très bien, ce qui ne t'empêche pas de t'ouvrir à d'autres domaines et à d'autres sujets, à d'autres peut-être que là tu vois tu as des questions sur le sodium, le potassium, tu as des questions également sur quoi d'autre tu me disais, sur augmenter les autres macros, essaye de te renseigner, par exemple quand on augmente les graisses en excès, qu'est-ce que ça pourrait faire, quand on augmente le sel périodiquement, qu'est-ce que ça fait, etc., etc. La seule contre-indication que je te donne, c'est ne joue pas avec le potassium. Fais gaffe. C'est pas, ne joue pas avec le potassium, c'est pas quelque chose. Et puis même, tu me dis en sel et en potassium, ne joue pas avec ça. Fais les choses correctement si tu veux t'amuser avec enfin tu t'amuseras pas d'ailleurs avec le potassium, mais fais les choses correctement, fais-toi suivre ou j'en sais rien, mais le potassium peut être risqué de manière aiguë contrairement au sodium, où il peut être aussi risqué de manière aiguë, mais c'est plutôt de manière chronique sur le long terme le sodium, alors que le potassium, s'il est mal utilisé, si il est mal maîtrisé, ça peut être de très court terme, ça peut être mortel, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Donc voilà plus ou moins pour ma réponse à ta question. Je vois que tu es relativement passionné par ton sujet, parce que dans ta question, tu mettais pas mal d'affirmations, donc tu as quand même un point de vue assez tranché sur certains sujets. Moi, je t'ai donné mon point de vue qui est un petit peu autre par rapport à ce que tu pourrais voir, mais je pense que, encore une fois, dézoome un petit peu sur ton point de focus, ça pourra t'apporter beaucoup d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, tout en continuant à aller là où tu vas t'abreuver, hein. Mais ça pourra te donner d'autres notions et d'autres clés de compréhension. Voilà, c'était ma réponse à ta question. Donc si vous êtes toujours intéressé là pour cette fameuse saisonnalité des hormones, etc., comment fonctionne la thyroïde sur l'année, comment fonctionne votre testo sur l'année, etc., allez voir les notes de l'émission, vous avez un lien pour y accéder, et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, préparez le futur confinement avec du matos, haltères et bancs pour pouvoir suivre les entraînements durant la saison froide. Bye bye. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode,
plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.